STM, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes dimanche 19 avril 2020. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée à la rétroactualité de la semaine. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré le 15 avril dernier la journée mondiale de l'art. À cette occasion, une de nos équipes s'est intéressée au métier d'art au Niger et il ressort que ces métiers aussi sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19 qui sévit partout dans le monde. Reportage Ralia Sami, Ibrahim Kantama. L'art, c'est une création, un produit né de l'imagination, de la subjectivité de l'artiste. L'art est signifiant. On peut apprendre à l'aimer, à le juger, à le comprendre ou encore à l'interpréter à sa façon. Les métiers d'art offrent une grande diversité et couvrent des univers très variés, allant de la décoration à l'architecture, en passant par la mode, les arts du spectacle, l'industrie ou encore le patrimoine culturel, etc. Célébrer la journée mondiale de l'art, c'est lui porter un nouveau regard sur sa forme pluridimensionnelle, car il y a toujours quelque chose à apprécier dans l'art. Les arts, comme la culture, c'est quelque chose qui nous prend comme ça, souvent sans le savoir. Souvent on entre par hasard, très souvent, particulièrement en Afrique de nos jours. On entre par hasard, mais avec le temps, on finit par choper le virus et puis c'est fini, c'est pour toute la vie. Les artistes sont dans une certaine mesure pris par leur passion et quand ils exercent ce métier, je crois que parce que c'est quelque chose qu'ils aiment, ils sont heureux de le faire. Et si ça coïncide que ce qu'ils font comme œuvre de création artistique et culturelle rencontre l'assentiment du grand nombre du public, la joie, vous voyez bien qu'elle est encore plus grande parce que déjà l'artiste fait une création qu'il aime, qui vient vraiment du fond de lui et que si finalement elle plaît aux gens, vous voyez à quel point il peut être heureux et comblé de faire ce métier. C'est ainsi que l'art est célébré partout dans le monde car il enrichit, il nourrit, il vivifie et fortifie l'artiste. Au Niger, l'artisanat d'art est l'artisanat qui est le plus exporté. Et sinon, c'est l'artisanat qui nous permet de voyager pour aller dans des pays voisins ou bien en Europe ou aux États-Unis pour présenter notre artisanat d'art. Donc je pense que quand vous prenez l'artisanat d'art, c'est surtout l'artisanat qui est, disons, la bijouterie, la maroquinerie et un peu de la décoration. Donc comme c'est la journée mondiale de l'artisanat d'art, donc nous profitons de cette occasion que vous nous offrez pour essayer d'attirer l'attention de nos artisans qui sont dans le domaine de l'artisanat d'art, de faire en sorte que les produits soient des produits de qualité. Il faut produire de la qualité, même si cette année, aucun secteur n'est épargné par le coronavirus. Le domaine de l'art a aussi pris un coup. La situation est complètement ralentie. Ça ne va pas sur tous les plans. Physique, moral, économiquement, c'est complètement chuté, quoi. Donc, ça concerne tout le monde, hein. C'est pas tout simplement notre secteur, c'est une crise mondiale. Donc, on demande simplement à Dieu. Donc, c'est la bonne réponse que je vous donne par rapport à cette situation. Avec la sensibilisation que nous sommes en train de faire, de trop à travers, je pense qu'on a commencé à attirer l'attention de notre population, à consommer local. Et effectivement, ça va, les 2 dernières années, je pense que ça va, quoi.
L'on retiendra ainsi que l'art est essentiel dans la vie humaine et être artiste est un cadeau du ciel qui n'est pas donné à tout le monde et qu'on ne peut ni refuser ni retourner. On recense d'ailleurs près de 198 métiers d'art répartis dans plusieurs spécialités à travers le monde. Face à la gravité de la situation liée au Covid-19, conformément au dispositif de prévention, les établissements publics et privés d'enseignement sont fermés et les autorités envisageaient d'expérimenter les cours en ligne. Que pense le secrétaire général du SIDEN? Élément de réponse dans cet extrait. Cette proposition-là, qui nous surprend en réalité, elle nous surprend parce qu'il faut le rappeler que quand même, nous sommes dans un pays où l'écrasante majorité vit en deçà en réalité donc, du seuil de la pauvreté, dans un pays où l'accès donc, à l'énergie électrique, l'accès aux services Internet en réalité est réservé à une minorité, dans un pays où la baisse des niveaux est une réalité. Et c'est dans ce contexte-là que les autorités entendent expérimenter des cours en ligne via WhatsApp. Ce qui sous-entend qu'avec une telle mesure, une bonne partie donc, des élèves seront écartés du processus parce que n'ayant pas le moyen en réalité d'avoir le dispositif nécessaire pour suivre ces cours-là. Parce que qui dit cours sur WhatsApp sous-entend disposer d'abord donc d'un portable Android, avoir accès à l'Internet, ce qui n'est pas l'apanage quand même du plus grand nombre des élèves. Ensuite, c'est oublier aussi que à travers WhatsApp, comment évaluer les apprentissages? Parce que quand on envoie les sujets via WhatsApp, quelle garantie l'enseignant a en réalité que ces sujets-là seront traités par les élèves eux-mêmes, sans recourir en réalité à des documents, sans recourir à l'aide donc des tierces personnes. Ensuite, n'oubliez pas que le portable en réalité est perçu par les adolescents comme un outil de divertissement et non un outil d'apprentissage. Et avec ça, le ludique risque de l'emporter sur l'éducatif. Moi, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que nous trouvons cette proposition irréaliste et irréalisable et que nous demandons au gouvernement vraiment d'abandonner très vite pour aller à des propositions beaucoup plus concrètes. Autre fait ayant marqué l'actualité cette semaine, c'est le recueillement du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens qui s'est rendu au cimetière musulman de Yantala où il s'est recueilli sur la tombe de Mala Bagale, décédé le 10 avril 2017 et enterré un 17 avril 2017. Ils se sont par la suite rendus au niveau de la justice pour relancer, disent-ils, leur plainte dans cette affaire. Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. Malgré cette pandémie de coronavirus qui sévit au Niger, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens n'a pas manqué cette année encore et à l'occasion du 3e anniversaire du décès de leur camarade Mala Bagale d'effectuer une prière de recueillement sur la tombe de ce dernier avant de revenir par la suite au niveau de la justice pour, disent-ils, relancer le dossier de cette affaire qui dure déjà 3 années. 17 avril pour la mémoire des scolaires nigériens est un jour mémorable, un jour d'une portée historique pour notre organisation et pour l'ensemble même du pays, parce qu'il vous souviendra que un 17 avril 2017, un de nôtres a été effectivement ce jour-ci enterré au cimetière musulman de Yantala. Et il est une tradition pour notre organisation à chaque 17 avril de faire une marche dite de recueillement pour venir se recueillir auprès de la tombe de notre martyr, notre héros du nom de Mala Kilumi Bagale. Cette année,
malgré cette histoire de pandémie de coronavirus, l'USN n'a pas dérogé à sa tradition, celle qui consiste à partir au niveau d'abord de la tombe de notre cher martyr pour se recueillir, faire des prières pour le repos de son âme. Mais aussi cette année, nous étions partis loin, parce qu'il vous souviendra qu'après les événements du 10 avril 2017, une plainte a été déposée contre un gendarme X par le comité directeur d'antan. Et effectivement, aujourd'hui, 3 années après, cette plainte est restée lettre morte dans le geôle de la justice. Et aujourd'hui, nous avons fait une relance de la plainte pour rappeler au procureur de la République, en tant que magistrat, en tant que père de famille, effectivement, la soif de l'USN de faire justice par rapport à l'assassinat lâche de notre martyr Mala Bagalé. Nous ne pouvons pas courber les chines. Nous allons continuer à lutter, à revendiquer et à déranger l'âme des assassins de Mala Bagalé. Nous avons aujourd'hui rappelé les faits et demandé au procureur de prendre ses responsabilités afin que les assassins de Mala Bagalé puissent être traduits devant les juridictions et qu'ils répondent de leurs actes. Tout en restant confiant et optimiste quant à la justice nigérienne, le comité directeur de l'USN n'entend pas baisser les bras jusqu'à ce que justice soit faite dans cette affaire. L'économie à l'échelle mondiale est menacée et il y aura forcément des impacts néfastes sur les recettes de l'économie avec cette pandémie. Quel serait le sort de l'économie sur le plan national après Covid-19? Réponse avec Afambedi Kossi, Ibrahim Kantama. La Ligue d'en prendre les choses avec l'avènement du coronavirus qui continue d'affecter tous les secteurs socio-économiques des États si l'on lance un regard sur le niveau de vie et le degré de pauvreté des populations des pays du tiers-monde. L'on s'interroge sur le sort de l'économie à l'échelle nationale après Covid-19. À l'instar du Niger, tous les pays du monde vont connaître cette situation à des degrés différents. Et si on devrait parler du cas du Niger uniquement, vous voyez, la pandémie a entraîné un certain nombre de décisions édictées par le pouvoir public. Ces décisions sont en fait des restrictions dans le domaine d'aller et venir de la population, donc des citoyens, n'est-ce pas? Des restrictions dans des secteurs tels que les secteurs de transport. Les transports aériens, le transport terrestre, n'est-ce pas? Alors, toutes ces restrictions auront comme effet d'arrêter les va-et-vient des hommes. Or, l'activité économique étant une activité menée par l'être humain, une activité humaine. Donc, dès que les hommes n'arrivent pas à échanger, n'arrivent pas à aller là où ils veulent pour amener des produits, prendre d'autres, donc l'échange est assuré, dès que ce mécanisme est perturbé, automatiquement, il doit y avoir une influence sur, n'est-ce pas, la disponibilité d'abord des produits. Les produits ne seront pas disponibles. Si les produits ne sont pas disponibles, ça veut dire qu'on doit s'attendre à une inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix sur les marchés parce que les produits vont disparaître à un moment. Donc la spéculation va venir, vous voyez, et le renforcement ou le développement de l'économie informelle. Surtout dans ce contexte tout particulier de crise, il va de soi d'envisager et de prévoir des stratégies de veille et de riposte contre toute récession de l'économie et d'accompagnement progressif des opérateurs économiques. Ça nous permettra de revoir la structure de notre économie. Si nous allons nous baser toujours sur l'extérieur, n'est-ce pas, pour faire marcher notre économie, donc ça c'est un exemple qui montre que si l'extérieur fait un rhume, donc nous allons attraper une grippe. Je veux dire, il faut que nous prenions conscience du fait que nous avons des valeurs, nous avons des produits valeureux ici, que nous pouvons transformer, même si ce n'est pas de façon industrielle, mais de façon semi-industrielle, pour que ça nous suffise. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Quand vous partez au niveau des salons qu'on fait, les salons et le Sahel là, quand vous partez au niveau des foires, vous voyez bien l'ingéniosité de nos femmes transformatrices, de nos hommes transformateurs. Alors, c'est ça qu'il faut que nous récupérions pour vraiment mettre en place un tissu, un embryon d'un tissu
industrielle, n'est-ce pas, de transformation. Mais avant tout, il faut savoir que la santé est au-dessus de tout et que nous devons respecter ensemble les mesures de barrière pour un Niger prospère après Covid-19. Comme vous le savez déjà, les autorités de la 7e République ont pris l'initiative de procéder à la vente à prix modéré des céréales. Une décision qui n'échappe pas à la vigilance de certains commerçants. Amadou Hawana. La vente à prix modéré des céréales a été officiellement lancée avant que le président de la République, Issoufou Mahamadou, ne visite l'office des produits vivriers du Niger au PVN pour s'assurer de la disponibilité des stocks. Cette vente à prix modéré préoccupe à plus d'un titre les commerçants vendeurs de céréales sur les différents marchés de la place de la capitale. Les mêmes céréales au prix différents suscitent tout naturellement des réactions. wasu ka sai su daban-daban ne suke inda shi hatsi ne mun kuma ka gani muna sai da hatsi sai dai hatsi su ko su sauki inda mu da wajen da muke saro su muna ana samu sauki ka hakken dole su sauki nan. Oui, malgré le contexte nous-mêmes, nous nous approvisionnons à l'intérieur du pays. Le sac de mille le plus varie de 21 à 22 000 francs, celui du maïs de 17 à 17 500 francs. Mais nous-mêmes, nous achetons ces céréales au Niger cher et sur chaque sac, nous ne faisons qu'un bénéfice de 250 francs. Cette vente à prix modéré des céréales initiée par le président Issoufou est de toutes les façons une aubaine pour les couches, surtout les plus vulnérables de la société. L'avènement de la pandémie du coronavirus paralyse visiblement tous les secteurs d'activité et c'est le métier de menuiserie qui aujourd'hui est en souffrance. Retrouvons une fois de plus Amadou Alima. Ils sont nombreux les Nigériens de tout âge à embrasser le métier de menuisier pour s'affranchir, conquérir leur indépendance économique et gagner leur vie à la sueur de leur front. Dans cet atelier situé au bord de la route, les ouvriers sont à l'œuvre depuis la première heure de la matinée. Mais très malheureusement, rien n'est plus comme avant désormais. Et car à l'effectif même du personnel réduit à quelques personnes par la force des choses. La pandémie du coronavirus a influencé ce secteur d'activité. La clientèle s'est fait de plus en plus rare. Pour un atelier jadis actif, même la nuit, eu égard au nombre de commandes enregistrées. Mais comme le dit l'adage, à l'impossible ne l'était ni. Le temps d'en finir avec cette pandémie, ils vont devoir prendre leur mal en patience. Avec l'installation de cette période de chaleur, la mangue est très disponible sur les différents marchés de la capitale. Mais comment se porte son marché en cette période de crise sanitaire? Reportage Ralia Sami, Ibrahim Kantama. En cette période de chaleur, les produits saisonniers inondent nos marchés. On y trouve du tout, particulièrement la mangue qui est très prisée par les populations. Son commerce bat actuellement son plein, surtout chez les détaillants. burangina hange simongo amata harikanga bonno meki kanda gifunda kan nango no diamo hargo kan songo se don kala hargo kan woni o de ba on kulno kan godo longo songo ikasamati Niger ne wiwa Burkina Côte d'Ivoire Nigeria ni fatanda o de mo kulu ba on kulu hargo kan songo lokto kala o mon kana c'est vrai mo yin kuwa nango Niger a songo kamongo to alhamdulillah dum songo borango kan ditun kai idimongo hadama chon waran kan ga wat kul saison kul sin kan rais isin ka mun akwa e jigiro hada so la sabu ba jaw waran ha mongu da sin sai sin ka ba da yego ba gine furi ba kine da mun gol sin sa da ta sa sin so le. Pendant ce temps, les grossistes eux se plaignent de la mévente causée selon eux par la mesure de couvre-feu à respecter. Aiki na sai da mangoro gashi dai kina gani wallahi komai ta ya daidai amma matsalar mu gudata kurorin tana takura muna saboda dare na ki sai da mangoro jin da kare bakwai ta zuwa 8 ku kwashe kaga dare bai yi ba a saida ba kuma ka dawo gobe baka saida ba sai shi rube ka tusuwa kai ce nan ba karu ba ko kuma ki gani diyata to kiran da muke so muna sa a sassauta muna akan ko baki a ce bakin ko an gani bakin sha dai ai mai hukunci mun ji dadi
to an ce mayan motoci su suna shigowa da kayan da durobobin in suka kusa kana sai mu shide kasan waya tana aiki wani karto na kasa karto kaza na sa to na gani ga to an shide mu magana kaza ne sai kaza to na sallama muku Allah ya ci su haka muke yi ba sai mutu suna ba sai sun taho ba a da mai moto sun kan shide to alowa ne ga sanan ta taso. Ainsi donc, à l'instar de tous les autres métiers, la vente de la mangue est aussi au ralenti à cause du coronavirus qui visiblement n'épargne aucun secteur d'activité. Si la pandémie du coronavirus mine tous les secteurs de l'économie à tous les niveaux, ceux qui s'adonnent à la location des chaises et des bâches ne sont pas épargnés aussi. Constat Amadou Haruna. Les chaises et les bâches font partie de toute notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse des cérémonies de mariage, baptême ou en cas de décès, ils sont indispensables pour nous offrir des sièges pour nous asseoir et de l'ombre nous protégeant contre le soleil et la chaleur. Aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, le secteur de location des chaises et des bâches est en panne. Les affaires ne marchent pas. On le constater depuis un certain temps, presque un mois. Nous sommes là assises. La loi a été instaurée, donc c'est la loi, on fait avec. Nous avons plus de 30 agents, je veux dire employés, qui travaillent pour nous, que eux, à la fin du mois, ils ne regardent pas la loi, hein, et ils voient seulement leur salaire. Donc, depuis l'instauration de cette loi, nous sommes là, les activités, ça ne marche même pas, je veux dire. Donc, on est là. Avant, pendant les week-ends, on fait sortir jusqu'à 4000 chaises. Je veux dire les week-ends, samedi et dimanche. Donc maintenant, depuis l'instauration de cette loi, mais je veux dire depuis l'avènement de cette pandémie qui a touché le monde entier, nous avons arrêté tout. Parce que le gouvernement a ordonné de ne pas se réunir plus de 50 personnes. Donc certains clients viennent, ils exigent qu'on leur donne, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est la loi, nous ne pouvons pas franchir ce que la loi a décidé. Donc on a respecté la loi. Mais quand même, l'appel que je veux faire aux autorités actuelles, qui revoient notre cas, vraiment, parce que ça ne va pas. Les agents, ils visent leur salaire. Parce que d'autres n'ont jamais même été à l'école. Ils ne savent pas c'est quoi même Covid-19. Quand on leur parle même d'une pandémie, ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous avez compris, non? Donc c'est ça seulement qui nous préoccupe tellement la tête. Donc maintenant, si le gouvernement peut faire quelque chose pour nous, à notre niveau, vraiment c'est très très important pour nous. Ça va nous avantager. Bon, les dispositions qu'on a prises, on ne fait que leur sensibiliser, de comprendre davantage que cette crise, ce n'est pas à notre niveau seulement, c'est une crise internationale qui a touché le monde entier. Il a ralenti toutes les activités, je veux dire, entières. Donc, on aimerait les regarder pour qu'ils ne vont pas qu'ils vont se décourager pour dire ah l'année prochaine ou après cette crise, ils ne vont pas travailler avec nous. Vous voyez, non? Comme vous le constatez aussi, voilà les voitures qui sont garées. Souvent, nous avons des clients qui sont fidèles à nous. Ils ont des besoins. Supposons si la personne a eu décès, on est obligé de lui honorer. Donc on lui donne 30 chaises, souvent 40. Juste pour ne pas qu'il se décourage, ou bien pour ne pas qu'il nous fuit. Parce qu'on a besoin d'eux, toujours, pour qu'ils restent fidèles à nous. Donc vous voyez, ce déplacement, nous on fait ça gratuitement. On met le carburant, on t'amène les choses. Et on parle les ramener encore. La pandémie du coronavirus, avec les mesures préventives limitant les attroupements à 50 personnes, met en difficulté la location des chaises et des bâches. Bouclons cette rétroactualité de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. Amnesty
Nassara, Seyni Oumarou prépare sa saison politique 2020-2021, nous rapporte dans ses titres le journal Le Hérisson qui se demande qui a dit que le président du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara est politiquement fini. Le journal estime que conscient de l'ampleur du mouvement interne hostile à sa gouvernance qui se dessine à l'horizon, en illustre des plaintes portées contre le bureau politique national. Dans la crise des sections devant la justice, Seyni Oumarou se prépare à toutes les éventualités. Charité bien ordonnée commence par soi-même, a-t-on coutume de dire. Sa priorité, c'est sa section, à savoir celle de Tillabéri, écrit le journal qui explique qu'il ne faut pas qu'elle échappe à son contrôle. Seyni Oumarou a compris, selon le confrère, la tactique de ses adversaires, car c'est de là que le mal peut surgir. Aussi, a-t-il pris le devant pour placer le pion qu'il faut à la place qu'il faut? Désormais, en son absence, le patron du lieu, c'est Seyni Salou, un Seyni à la place d'un autre. Ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence de nom, mais le journal note que ce qui importe, c'est la confiance placée en son homme de confiance. Et là, point d'une quelconque ambiguïté. L'essentiel est que la maison Tillabéri soit bien gardée. C'est la mission qui est confiée au Kamamini. Constate le confrère qui pense que tant qu'il n'y a pas une faille dans le MNSD de la région du fleuve, le patron peut bien contrôler la situation et si possible mater ça et là les rébellions en gestation. Bien évidemment, tout ça n'est que de la théorie. À l'épreuve des faits, des équations difficiles à résoudre sont posées sur la table du président Seyni Oumarou dans l'attente de solutions urgentes. Le haut représentant peut-il résoudre toutes ces équations à temps, c'est-à-dire avant le top départ des prochaines compétitions électorales? Le journal s'interroge. Gouvernorat et ville de Niamey, conflit de compétences, s'interroge de son côté l'actualité pour qui plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Coopté par le régime après la dissolution du conseil de ville, régulièrement installé à la suite d'une élection normale, c'est lui qui est catapulté à la tête de la ville, cessé en mission et a conscience autant de la fragilité de son pouvoir et de la redevabilité, sinon de la servilité qui le lie à ses bienfaiteurs auxquels il doit une soumission et des résultats prédéfinis qu'il doit à tout prix leur préserver. Investi de cette confiance politique immense, il va sans dire que cette préférence portée sur sa personne pour jouer le mauvais rôle pour le plaisir de maître ne peut que lui donner des ailes, et l'homme qui trône à la tête de la ville de Niamey ne peut que se sentir si étonnamment puissant pour avoir des ailes dans ses rôles, débordant souvent de sa sphère de compétences pour vouloir occuper tous les territoires, constate le journal qui se demande d'ailleurs s'il serait l'interlocuteur direct d'un pouvoir qu'il aurait installé là pour les raisons que l'on sait, mettant en marge selon le journal un gouverneur qui n'aurait plus qu'à inaugurer des chrysanthèmes dans la peuplade d'un système où ne joue que le copinage. Parlons à présent de la lutte contre le coronavirus. À propos de ce sujet, le monde aujourd'hui s'exclame à sa une « Attention à la marchandisation du Covid-19 ». Le journal note que la lutte contre Covid-19 n'est pas qu'un engagement de plus au service des citoyens pour tout le monde. Ça peut être, et les Nigériens le craignent sérieusement, une belle opportunité d'enrichissement illicite pour d'autres voyous de la République qui désespèrent de trouver eux aussi une aubaine similaire à la lutte contre le terrorisme à exploiter. Ceux qui se savent en détention d'un permis à tout faire dans ce pays, dans l'indifférence totale du parquet et les encouragements d'un exécutif qui ne se contente pas seulement de se mettre en travers de la justice, mais offre cerise sur le gâteau d'une violation constitutionnelle qui ne le freine pas, une prime aux acteurs des détournements des deniers publics. Pour beaucoup de Nigériens, c'est une histoire déjà connue. Les fonds mobilisés pour la lutte contre la pandémie devant être inévitablement détournés à des fins personnelles. Quoique le climat politique se soit quelque peu adouci depuis le début de l'expansion de la pandémie au reste du monde sur le plan social, ça bouillonne plus que jamais. On aurait dit que le coronavirus était venu verser un grain de sel dans un feu qui refuse obstinément de s'éteindre. Le courrier, lui, nous rapporte dans sa parution que les tout derniers réglages sont en cours pour la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Le courrier a appris de ses sources l'existence de tractations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les tractations seraient d'ailleurs, selon le journal, très avancées. Certains partis politiques ayant déjà transmis à qui de droit la liste de leurs ministrables. Les choses sont manifestement allées très vite et de façon beaucoup plus efficace, la discrétion ayant joué à fond.
en fait de discrétion. La pandémie de coronavirus a largement favorisé ces pourparlers secrets, les Nigériens ayant leur attention tournée vers la lutte contre la pandémie. Selon la source du journal, il ne reste plus que quelques petits réglages à faire, notamment avec certains partis qui exigent un peu plus d'assurance et de garantie par rapport à un certain nombre d'aspects. Le journal ajoute que des réticences, voire des oppositions tenaces existent. Mais fort heureusement, note-t-il, ils n'ont pas les moyens de leur politique et doivent à corps défendant faire avec la nouvelle donne. Le calumet de la paix, c'est pour bientôt, conclut le confrère. Quant au journal L'Enquêteur, il nous raconte dans sa parution « Mois de jeûne et confinement, Ramadan à haut risque ». Le jeûne de Ramadan débute selon le confrère dans tout au plus une dizaine de jours. Il est observé par les musulmans pratiquants un mois durant au cours duquel il leur est interdit de boire et de manger de la journée. Une interdiction qui court de l'aube à la tombée du soleil selon des horaires fixés. Le jeûne débute en principe la semaine prochaine, mais dans un contexte particulièrement difficile, caractérisé notamment par la forte canicule qui prévaut actuellement dans notre pays et les mesures restrictives de certaines libertés publiques liées à la lutte contre le Covid-19, comme l'interdiction des prières collectives au niveau des mosquées et le couvre-feu instauré à Niamey de 19h à 6h du matin. Quelles sont les nouvelles dispositions que compte prendre le gouvernement pour permettre aux fidèles d'accomplir le jeûne de Ramadan qui tambourine à la porte? Est-ce de manière concertée avec le Conseil islamique du Niger? Le journal s'interroge et estime que, dans tous les cas, le maintien du couvre-feu pendant cette période n'est pas une bonne option car les gens vivent surtout la nuit durant le mois de Ramadan. Le journal Le Républicain, lui, est revenu sur l'affaire de l'audit au ministère de la Défense et il écrit dans ses titres que la machine judiciaire est en marche. Elle est désormais en marche et tout va se savoir sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey avait rassuré les citoyens que l'État sera intégralement mis dans ses droits et que force restera à la loi. Le journal poursuit que le procureur avait également mis en garde par ailleurs ceux qui se livrent à un lynchage médiatique d'autres citoyens sur des faits dont ils n'ont aucune connaissance. C'est aujourd'hui le cas de Ali Idrissa Nani, acteur de la société civile qui avait cité des personnes sans aucune preuve. Le journal nous apprend qu'aux dernières nouvelles, Ali Idrissa serait inculpé avec comme chef d'accusation diffamation par voie électronique et diffusion d'informations tendant à perturber l'ordre public. Alors, trêve de spéculation. Le procureur a le rapport bien en main et les 177 dossiers qu'il contient sont bien en train d'être instruits. Certains auront une qualification pénale. Dans tous les cas, force restera à la loi. Telle est, selon le journal, la promesse du procureur. Et c'est cela la loi. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.